Vous écoutez On a tiré sur Jean-Paul II, deuxième partie. Le matin du 13 mai, Ali Akcha s'est levé de bonne heure. Il a commencé par quelques exercices, suivis d'une douche glacée. Puis, après la première prière de la journée, il a revêtu la plus sobre des tenues, chemise blanche, veston gris, chaussures noires, rien de voyant. Sur un bout de papier, il a tracé les mots suivants, en turc. « J'ai tiré sur le pape pour que le monde se souvienne des milliers de victimes de l'impérialisme américain et soviétique en Afghanistan et au Salvador et dans le tiers-monde. » Message pour le moins obscur et qui devait se prêter par la suite à beaucoup d'interprétations. Le loup gris glisse la note dans sa poche, il ouvre le tiroir de sa table de nuit, se saisit du revolver chargé, puis il sort de la chambre, laissant derrière lui toutes ses affaires, même son passeport. Pendant ce temps, au palais pontifical, le pape est déjà en audience. Il reçoit ce matin un grand généticien français, le professeur Lejeune, connu pour ses positions très fermes contre l'avortement. Le scientifique et son épouse ont assisté dès 7h30 à la messe privée du pape. À midi, ils vont partager son déjeuner, puis ils s'envoleront aussitôt pour Paris. À 13h, Ali Akcha et Oral Çelik se sont retrouvés pour déjeuner Piazza Barberini, devant la fontaine du Triton. Akcha porte en bandoulière le petit sac où il cache son Browning chargé. Çelik a dissimulé son Beretta 765 sous un blouson de cuir. Il porte un jean et des baskets et tient la sacoche achetée la veille, une sacoche où se trouve à présent la fameuse grenade. Après déjeuner, les deux jeunes hommes s'accordent un dernier verre dans un bar de la Via Transportina. Puis ils se dirigent vers la place Saint-Pierre. Il est alors 15h30. En ce 13 mai 81, un vent de sirocco balaie la ville éternelle. Il fait chaud et sec place Saint-Pierre, où se prépare l'audience publique qui, à la belle saison, se déroule en plein air. Depuis son avènement, 2 ans et demi plus tôt, Jean-Paul II a fait de ses rendez-vous populaires du mercredi un véritable spectacle, où la foule applaudit et agite des foulards blancs entre une prière et un cantique. Il avait ce don d'aller au-devant des foules et en même temps, lors de ces rencontres, c'est comme s'il voyait les gens un par un, individuellement. Cardinal Stanislas Dziwisz, ancien secrétaire de Jean-Paul II. Les gens le ressentaient comme ça, comme une rencontre individuelle avec chaque personne présente. Et c'était très beau. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, quand ils en parlent, disent « Il m'a regardé, je vois encore son regard ». Cet après-midi, près de 20 000 fidèles sont déjà en place. À 16h30, au bureau mobile de la Poste du Vatican, qui est installé sur la place même, Akcha et Çelik achètent des cartes postales, histoire de passer pour des touristes. Puis les deux hommes se mettent en place. Akcha s'installe près de la barrière de bois, au bord de l'étroit couloir où doit passer la Jeep blanche du pape. Çelik, lui, se positionne au milieu de la foule. À quelques encablures, à l'ombre de la porte des cloches, le pape est en train de grimper à bord. Son secrétaire, Stanislas Dziwisz, est à ses côtés. Les gens ont commencé à se rassembler. La place était pleine. Il y avait énormément de monde. Le pape est aussi flanqué de son majordome, de quelques policiers en civil chargés de sa garde rapprochée, ainsi que de son photographe attitré, Arturo Mari. Depuis le début du pontificat, Arturo Mari suit le Saint-Père dans tous ses déplacements. Les deux hommes sont devenus très proches. Le photographe est revenu pour nous sur cette journée, gravée à tout jamais dans sa mémoire. J'étais juste à côté du pape. Arturo Mari, photographe de Jean-Paul II. De la main gauche, je me tenais à la Jeep. Je marchais à reculons. Et avec l'appareil photo, je cadrais le pape avec la foule en dessous. Dès que la voiture apparaît, un tonnerre d'acclamations s'élève de la foule que la Jeep va fendre lentement selon un trajet circulaire.
Je me tenais à l'ombre de la colonnade Vladimir Sredzioch, témoin de l'attentat. et je regardais la foule de loin qui saluait Jean-Paul II, qui est arrivé en Jeep blanche. Le pape se tient d'une main à une rambarde et de l'autre bénit l'assistance et touche des mains qui se tendent vers lui. Quand les papes sortaient ou passaient sous la place, allaient quelque part, aussi bien les gardes suisses que les gendarmes, pour un signe de respect, étaient tournés vers les papes. Bruno Bartoloni, journaliste spécialiste du Vatican. Les gardes suisses se mettaient même à genoux devant les papes. Donc, ils ne regardaient pas du tout la foule. Personne n'osait imaginer que quelqu'un aurait pu tirer sur les papes, franchement. Personne ne voit Ali Akcha, si près maintenant de la voiture. Plus loin, à 40 mètres environ, un homme a grimpé sur une fontaine et prend des photos. Cet homme, un Américain, s'appelle Lowell Newton. Il est journaliste pour la chaîne ABC. La Jeep, très proche, roule en direction de la colonnade de droite, celle qui se termine par la porte de bronze. Akcha plonge la main dans son petit sac et crispe les doigts sur son arme. 20 mètres derrière lui, Tchelik serre la sienne contre lui. Dans la sacoche, il y a la grenade offensive prête à être dégoupillée. Une femme tend sa fillette vers le pape qui la prend dans ses bras. La petite fille, Sarah Bartoli, tient entre ses doigts le cordon d'un ballon bleu. Le pape embrasse l'enfant et la rend à sa mère. Des dizaines de témoins photographient la scène. Le pape arrive à la hauteur de la porte de bronze. Il est alors à 3 mètres du tueur. La main droite d'Ali Akcha pointe le Browning. Ses yeux fixent la cible. Akcha tire une première fois. Il est 17h19. La silhouette du pape s'affaisse. Tchelik tire à son tour. Puis Akcha, une deuxième fois. J'ai tout de suite compris que quelque chose de terrible venait d'arriver. Cardinal Stanislas Dziwisz, ancien secrétaire de Jean-Paul II. Je me souviens de ces pigeons qui, au bruit des tirs, se sont envolés. La confusion régnait sur la place. J'ai demandé au Saint-Père, qui commençait déjà à perdre ses forces, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, on m'a tiré dessus. J'ai remarqué quelque chose d'étrange. Vladimir Sredzioch, témoin de l'attentat. Tous les pigeons posés sur la place Saint-Pierre se sont envolés. Alors j'ai compris que quelque chose était arrivé, sans même avoir entendu les détonations. On peut s'imaginer d'abord une peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je demande au Saint-Père, est-ce que ça fait mal? Où? Il me répond qu'on lui a tiré dans le ventre et que ça lui fait mal. Il a vite commencé à perdre ses forces. J'ai pris en photo l'attentat quand il tombe dans la Jeep. Arturo Mari, photographe de Jean-Paul II. Je dois vous dire en toute conscience que je ne me souviens pas comment je les ai prises. L'expérience. La Madone a guidé ma main, je ne sais pas. Le plus important pour moi est que l'événement ait été documenté. Ça a été peut-être le moment le plus horrible de ma vie. Car le rapport que j'avais avec le Saint-Père, il m'a traité comme un fils. Si bien que sur le moment, c'est mon père qui était mort. Dans la foule, c'est la stupeur. Les gens gesticulaient, les gens pleuraient.
Les gens criaient. En peu de temps, tout le monde a compris qu'il s'agissait d'un attentat contre le pape. Seulement personne ne savait s'il était mort ou vivant. La garde du Vatican est arrivée pour nous faire évacuer la place. Nous sommes partis très vite. Il fallait sauver le pape qui perdait ses forces. On peut le dire, il était mourant. Ils ont étendu le Saint-Père au sol, à l'entrée du centre médical. Et on attendait une ambulance car nous n'étions pas préparés. Nous avions peu de temps. C'est ici, sur ce carrelage, que l'on a allongé le Saint-Père. Là aussi, j'étais près de lui. Et je n'ai jamais entendu un gémissement. Seulement une phrase. « Ma Madone, aide-moi, ne m'abandonne pas. Ma Madone, aide-moi. » Oui, il disait ça en polonais. J'ignorais ce qui s'était passé. Je voyais le pape blessé, ensanglanté. Je lui ai demandé comment il se sentait et il m'a répondu. Il était donc parfaitement conscient. Professeur Renato Buzzonetti, médecin personnel de Jean-Paul II. Je lui ai fait bouger les bras, bouger les jambes. Je lui ai pris son pouls. Le pape a été mis dans l'ambulance et je suis resté à ses côtés avec son secrétaire, Stanislav Dziwisz. Dans l'ambulance, il perdait déjà connaissance. Et en arrivant à la clinique, il était inconscient. Cardinal Stanislas Dziwisz, ancien secrétaire de Jean-Paul II. Le médecin du pape est venu vers moi en me disant que la situation était délicate, qu'on arrivait à peine à sentir sa tension et les battements de son cœur. Il a dit que Monseigneur lui donne l'extrême onction. C'est comme ça que l'on disait à l'époque, le sacrement des malades. C'était des moments tragiques. Une radio a même annoncé qu'il était mort. La situation était très délicate. L'attentat avait pour but de tuer, absolument. Mais Dieu a finalement fait que l'on a réussi à maîtriser la situation. Ce 13 mai 1981, Jean-Paul II aurait dû mourir. Les circonstances, ou la providence, ou son énergique constitution en ont voulu autrement. Le lundi suivant, c'était le 18 mai, le pape fêtait ses 61 ans. À l'aube, j'étais là jour et nuit, je lui apportais sur le lit une rose rouge que ma femme m'avait donnée pour que je la donne au pape comme cadeau d'anniversaire. Notez bien qu'en bon pape qu'il était, Jean-Paul II a pardonné à son agresseur. Et même plutôt 2 fois qu'une. 4 jours seulement après l'attentat, il célèbre déjà une messe dominicale en direct depuis son lit d'hôpital. Son message est retransmis place Saint-Pierre. Le pape, je cite, « prie pour son frère, celui qui lui a tiré dessus et à qui il a complètement pardonné. » Mais revenons à ce 13 mai 81 et à l'arrestation d'Ali Akcha. Le tireur a tenté d'appuyer une 3e fois sur la détente, mais son geste a été arrêté comme par miracle. Quelqu'un lui a saisi le bras, une religieuse, sœur Laetitia, l'arme tombe à terre, la sœur s'accroche désespérément à Akcha jusqu'à ce qu'un homme le plaque au sol. Le tireur se débat, tente à toute force de s'échapper, mais il est trop tard. Des policiers arrivent, l'entourent, l'immobilisent. Sur la place Saint-Pierre, on a évité un carnage. La chance a voulu que le complice d'Ali Akcha, Oral Çelik, ait cédé à la panique et renoncé à dégoupiller sa grenade. Il va se fondre dans la foule. Pendant ce temps, Ali Akcha, solidement encadré par 2 policiers en uniforme, est conduit directement au siège central de la police romaine.
il sera interrogé par les inspecteurs de la DİGOS, la police antiterroriste. « Je suis Mehmet Ali Akça, le plus grand terroriste turc », leur lance-t-il. « J'appartiens à une nouvelle race internationale, je suis au-delà des idéologies. » L'homme est-il fou ou bien essaie-t-il de brouiller les pistes ? L'enquête est lancée. Nous avons rencontré Lindano Marchione, commissaire de la police antiterroriste. C'est lui qui va diriger les investigations. C'est une personne très froide. J'ai eu la sensation que c'était une personne impénétrable. Il avait cette attitude de, comme s'il cherchait presque à nous faire croire qu'il était un exalté. Mais dès le jour suivant, nous est apparue l'éventualité d'une seconde personne, d'un second tireur. Les policiers ont en effet recueilli les premiers témoignages. Depuis sa fontaine, Lowell Newton, le photographe américain, a entendu les 3 coups de feu très rapprochés. Il a vu un homme en blouson de cuir tenant une arme à la main droite et une sacoche en cuir dans la main gauche. Il a pris ces 2 photos. Des photos de l'homme en train de fuir. Pourtant, Ali Akça maintient sa version. Il aurait agi sans complice ni commanditaire dans le seul but de protester contre le sionisme et contre la mainmise capitaliste. Ali Akça est déféré dès le 20 juillet 1981 devant la première cour d'assises de Rome. 250 journalistes et une trentaine de télévisions ont été accrédités pour suivre les audiences. Son défenseur, un avocat commis d'office, plaide le fanatisme religieux. Le criminel, protégé par une vitre blindée, se montre très agité. Il invective journalistes et magistrats. Il réfute la légitimité du tribunal et menace d'entamer une grève de la faim. Quoi qu'il en soit, Ali Akça maintient sa version. Il a agi seul par conviction politique. 2 jours d'audience suffisent à condamner Mehmet Ali Akça à la prison à vie, peine assortie d'1 an à l'isolement. Visiblement, les autorités ont souhaité classer l'affaire. Elles ont traité cet attentat comme l'acte isolé d'un déséquilibré. Un grand classique. De Henri IV à John Kennedy, c'est presque toujours ainsi qu'ont été présentés les attentats politiques. Mais la justice italienne n'en a pas fini avec Ali Akça. Beaucoup ne croient pas à sa version du tueur isolé. Avait-il des complices ? Qui est cet homme pris en photo en train de fuir le jour de l'attentat ? Le geste d'Ali Akça aurait-il été commandité ? Et par qui ? Pour répondre à ces questions, une nouvelle instruction est ouverte. Durant les 4 années qui vont suivre, le juge antiterroriste Ilario Martella va tenter de résoudre le mystère de ce qu'on a appelé la piste bulgare. C'est cette enquête que le juge Martella nous raconte maintenant. La cour d'assises de Rome avait des suspicions sur le fait qu'Akça n'avait pas agi seul. J'ai donc eu l'occasion de l'interroger de nombreuses fois, et à chaque fois que je l'interrogeais, ses déclarations étaient différentes de la fois précédente. Mais à la fin du mois d'avril 1982, j'ai reçu une lettre de sa part dans laquelle il se déclarait disposé à collaborer avec la justice. La version d'Ali Akça change du tout au tout. En effet, il met maintenant en cause 2 complices, Oral Celik, qui aurait été présent sur les lieux de l'attentat, et surtout Sergueï Antonov, chef d'escale à Rome pour la compagnie d'aviation bulgare. Lui aussi aurait été présent place Saint-Pierre.
Naturellement, une telle déclaration faite par Aksa était à prendre avec beaucoup de prudence. Cette piste est explosive, car elle implique les services secrets bulgares, ce qui revient à mettre en cause les services des pays communistes, autrement dit Moscou. Depuis ses bureaux du palais de justice, le juge Martella lance les policiers sur la piste des complices d'Ali Aksa. C'est moi qui ai arrêté Antonov avec d'autres membres de la Digos, en exécution d'un ordre émis par le juge Martella. L'Indiano Marcione, policier antiterroriste. Il s'est montré très surpris. Alors qu'Antonov nie toute implication dans l'attentat et affirme ne même pas connaître Ali Aksa, force est de constater que ce dernier avance des détails troublants, notamment sur la vie d'Antonov et sur ce à quoi ressemble son appartement. De plus, Ali Aksa affirme qu'il était censé fuir à bord d'un camion de déménagement devant partir de l'ambassade de Bulgarie. Vérification faite, on s'aperçoit qu'un camion de déménagement a bel et bien quitté l'ambassade 1 heure précisément après l'attentat. Antonov est inculpé. Le 27 mai 1985, les journalistes du monde entier envahissent à nouveau le palais de justice pour assister cette fois au procès de la piste bulgare. Dans le box des accusés, Antonov. Ali Aksa est le témoin principal. Tout le monde veut entendre ce que va dire l'homme qui a tiré sur le pape. L'ambiance est électrique. Seulement, les preuves matérielles sont minces. On croit reconnaître Antonov sur une photo prise au moment de l'attentat. L'accusation repose en vérité sur les dires d'Ali Aksa. Un Ali Aksa qui, tout à coup, décide de changer à nouveau sa version des faits. Il se rétracte en plein procès et affirme ne pas connaître Antonov. Stupeur dans la salle. Aksa paraît déliré, il prétend même être Jésus. Le juge est exaspéré, faute de preuves, la piste bulgare est enterrée, Antonov est relaxé. Le verdict est bien sûr insatisfaisant. Et le premier responsable de ce verdict, c'est Ali Aksa lui-même. Il a embrouillé les idées de tout le monde et aussi de ceux qui devaient le juger. À l'évidence, les éléments matériels recueillis étaient tels que le procès a abouti non pas à une sentence de pleine absolution, mais à un verdict de relax pour insuffisance de preuves. Cela signifie, dans la loi italienne, que les preuves étaient bien là, mais qu'elles étaient insuffisantes pour émettre une condamnation. Qui a eu l'idée de tuer le pape? Qui a financé l'opération? Qui a fourni les armes? Autant de questions sans réponse définitive à ce jour. La thèse la plus inattendue, certainement, a été défendue par l'assassin lui-même. Oui, Ali Aksa, plus de 30 ans après les faits, devait publier un livre « Je devais tuer le pape ». Or, dans ce livre, il affirme avoir agi non pour le compte du KGB ou d'une quelconque officine du bloc de l'Est, mais à l'instigation directe de l'Iran des mollahs, l'Iran de la révolution islamique. Aussi étonnant que cela paraisse, Aksa aurait agi sur ordre de l'ayatollah Khomeini, ordre de tuer le pape au nom d'Allah. On prête ou non foi à ces allégations, le moins qu'on puisse dire est que le mystère demeure. Et l'on comprend que William Casey, à l'époque directeur de la CIA, ait pu dire que l'affaire de la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II constituait le plus grand secret d'État du XXe siècle. De son côté, le pape, avec l'énergie stupéfiante qu'on lui connaissait, s'est spectaculairement remis de ses blessures, pourtant sévères. En juin 1991, il se rend en Pologne, maintenant libéré du joug communiste. Il y est reçu par le premier président de la République démocratiquement élu, un certain Lech Walesa. Le mur de Berlin est tombé. L'Empire soviétique s'est désintégré,
les peuples d'Europe de l'Est se sont libérés de la peur. Le 27 septembre 1983, Jean-Paul II était allé rencontrer Ali Arkcha dans sa cellule. Une rencontre inouïe, filmée par l'entrebâillement de la porte. On ne saura jamais ce que se sont dit les deux hommes. Le pape devait simplement déclarer « Ce dont nous avons parlé restera un secret entre lui et moi. Je lui ai parlé comme à un frère à qui j'ai pardonné et qui a mon entière confiance. » Selon les confidences de Stanislas Dziwisz, Jean-Paul II aurait dit d'Akcha « Ni repentir, ni regret, il n'a pas prononcé le mot pardon. » Ali Arkcha n'en a pas moins été 2 fois pardonné par Jean-Paul II. Il est sorti de prison le 18 janvier 2010, après 29 années de détention. Aujourd'hui, il affirme être devenu catholique et aller se recueillir très régulièrement sur la tombe de sa cible. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. On a tiré sur Jean-Paul II est un podcast coproduit par Initial Studio et Martange Productions, adapté de l'émission audiovisuelle L'Heure H, produite par Martange Productions et présenté par Franck Ferrand. Cet épisode a été écrit par Franck Ferrand et Simon Tiss. Il a été réalisé par Christian Huleux avec Nicolas Druet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.